All systems online. Salut à tous, c'est Schneider et on se retrouve pour un récap de la semaine sur Star Citizen. Lundi, on a retrouvé Disco Lando pour un épisode de Calling All Devs avec des vraies questions posées par les backers. Les deux premières questions ont été pour Todd Papy. Est-ce que l'achat de vaisseau avec les crédits Alpha UEC est toujours prévu pour la 3.1 ? La réponse est oui, c'est prévu, mais avec les optimisations prévues pour cette mise à jour, il pense que ça sera pas prêt. Ensuite, qu'y a-t-il de prévu pour transférer de l'argent entre les joueurs ? Visiblement, Disco Lando s'attendait à une réponse simple et Todd Papy est parti dans une réponse compliquée. Si j'ai bien compris, c'est pas une fonctionnalité qui sera seule. Elle sera intégrée à toute l'application du menu du Moby-Glass qui permettra de créer des missions à destination des autres joueurs. Troisième question ensuite pour Jeffrey Pease, aura-t-on des corrections de bugs entre les futures mises à jour trimestrielles ? Pour faire court, oui, et à vrai dire, il y a déjà eu des correctifs poussés côté serveur. Quatrième question pour Kirk Tom, quels sont leurs plans pour les variantes du Freelancer ? Pas de date, mais c'est prévu et il devrait être fait durant la deuxième moitié de l'année 2018. Même chose pour le rework de la série 300. Enfin, cinquième et dernière question pour Luke Presley, quelles sont les futures évolutions prévues pour le spawn des vaisseaux et est-ce que le processus impliquera toujours de passer par un terminal ? Alors oui, ça sera toujours le même processus avec un terminal un peu amélioré, mais c'est pas le plus important. Selon Luke Presley, Port Olisar est une monstruosité qu'ils ont construit petit à petit sans vision à long terme. Il a parlé du spawn des véhicules et en quoi c'est pas terrible d'avoir des vaisseaux qui apparaissent instantanément sur une plateforme à la vue de tout le monde. Donc en fait, le spawn d'un vaisseau, après l'avoir demandé sur un terminal, se fera dans un hangar. Et du coup, à terme, Port Olisar, Grimex et les truck stops ne devraient plus avoir des plateformes de décollage, mais des hangars. Alors pourquoi pas, mais c'est dommage de ne pas être parti là-dessus directement. Et ensuite, je me demande où va être la limite. Est-ce que tout ce qui aurait dû être une plateforme de décollage va devenir un hangar, ou est-ce que ça dépendra d'autres facteurs ? À part ça, il a dit que le Reclaimer devrait arriver bientôt. Le lore post de mardi a raconté la petite excursion de Tonya O'Neill pour récupérer un minerai rare. Après plusieurs semaines passées dans le vide de l'espace pour éviter la civilisation, Tonya a fini par manquer de provisions et a décidé de se rendre dans le système Baker sur la station Xenia pour vendre sa cargaison et trouver un nouveau contrat. Elle s'est donc rendue chez un certain Carl, officiellement barman et officieusement gérant d'un petit réseau d'informateurs. Dans ce bar, un petit groupe de prospecteurs discutait à une table du fond sans savoir qu'ils étaient sur écoute. Donc quand Tonya a demandé à Carl s'il avait une info intéressante, il lui a tendu son oreillette. Les prospecteurs discutaient d'une info obtenue par l'un d'entre eux concernant l'emplacement supposé d'un minerai rare, le Kyrium. Évidemment, en entendant ça, Tonya a décidé de les prendre de vitesse. Le lore post n'aurait pas été aussi intéressant si la destination de Tonya avait été différente. Dans le lore de Star Citizen, le système Hades est très particulier. Une civilisation alien y vivait il y a plusieurs centaines de milliers d'années et elle a disparu. Les scientifiques pensent qu'il y a eu une guerre civile ayant amené les Hadésiens à s'entretuer. Au XXe siècle, il ne reste plus que des ruines de leur cité et la quatrième planète du système qui est inexplicablement coupée en deux. Le système Hades a donc la réputation d'être hanté avec des histoires qui vont de la simple défaillance d'un radar au contact visuel avec des vaisseaux fantômes. Grâce à l'escapade de Tonya O'Neill, on en sait désormais un peu plus. Durant son atterrissage sur Hades 2, dont je cite « Le soleil ne perce pas l'atmosphère car elle est remplie de poussière », elle a survolé une ville et après son atterrissage, elle s'est rendue compte que cette ville était en fait bâtie sur des piliers, pour que, je cite, « les habitations ne soient pas en contact direct avec le sol ». Plus loin dans la ville, elle a pu constater les traces d'une bataille et la présence d'un cratère de 200 mètres de profondeur au milieu des bâtiments. Au fond de ce cratère, Tonya a trouvé un tunnel, je cite encore, parfaitement cylindrique, sans trace de système de transport comme des rails. Et au fond du tunnel, elle a carrément trouvé une autre ville, contrastant avec la ville en surface. Si la ville en surface avait des constructions s'élevant plutôt haut en altitude, la ville souterraine tendait plutôt à s'enfoncer profondément. Tonya s'est demandé si les deux villes traversées n'étaient pas ennemies dans la supposée guerre civile qui aurait eu lieu, car là encore, elle a trouvé des traces d'explosions et des épaves de véhicules. Bon, à part ça, elle a fini par trouver ce qu'elle recherchait, après avoir réglé son compte à un poursuivant inconnu. Petite info intéressante sur le jeu, durant son exploration, elle a utilisé une vision infrarouge et une vision thermique, on imagine donc que ça sera possible. Concernant le système Hades, ce lore donne beaucoup d'indices. À mon avis, c'est bien une guerre civile qui a causé la disparition des Hadésiens, en opposant ceux de la surface à ceux du sous-sol. Je pense même qu'on peut établir une chronologie des événements. La guerre civile avançant, les Hadésiens en surface ont commencé à construire leur ville sur des arches, au-dessus du sol, car ils devaient se douter que la menace viendrait par en dessous. Ils devaient pas se douter en revanche que ceux du sous-sol iraient jusqu'à forer des tunnels pour placer des explosifs sous les villes en surface. C'est pour ça que Tonya a trouvé une galerie parfaitement circulaire débouchant sur un cratère en plein milieu de la ville. Je pense qu'ensuite des batailles ont eu lieu dans les villes en surface et en sous-sol, ce qui explique les épaves de véhicules et les traces de bataille. Au début du lore post, il est dit que l'atmosphère de Hades 2 est remplie de poussière à tel point qu'il fait sombre même le jour. Je pense que les explosions simultanées de tous ces explosifs en sous-sol ont plongé la planète dans une sorte d'hiver nucléaire entre guillemets et ça a tué tout le monde. Pour Hades 4, la planète coupée en deux, aucune info n'est donnée, mais je pense personnellement que là-bas
aussi, on a un peu trop forcé sur les explosifs. Jeudi, l'émission Around the Verse a parlé de The Coil, une région du système Odin qui sera importante pour l'histoire de Squadron 42. Dans le lore du jeu, lorsque l'étoile du système Odin s'est transformée en supernova, ça a balayé la première planète du système et ça a laissé un nuage rempli de morceaux de planètes qui ne se sont jamais vraiment dispersés. De l'extérieur, ça donne une zone nébuleuse et calme qui fait des belles volutes de fumée dans le vide de l'espace, mais au fur et à mesure qu'on s'enfoncera dedans, ça donnera un environnement beaucoup plus hostile et claustrophobique. Ce nuage n'a pas la même densité partout, certaines zones denses seront inaccessibles et constamment balayées par des flashs lumineux pour nous indiquer la présence du danger, tandis que d'autres parties du nuage seront suffisamment clairsemées pour pouvoir y circuler. Au final, ce nuage aura des tunnels, faute de meilleurs termes, qu'on pourra emprunter pour se déplacer. En plus de ça, les différentes zones du nuage auront une météo variable. Parfois elles seront parsemées d'éclairs et parfois elles seront plutôt calmes. Quoi qu'il en soit, vous sentirez quand vous vous dirigerez vers une zone dangereuse. Déjà visuellement, et ensuite, en plus des turbulences, les instruments de vol de votre vaisseau commenceront à déconner si vous vous approchez d'une zone où vous n'êtes pas censé aller. C'est une zone qui a été difficile à réaliser à beaucoup de niveaux. Point de vue artistique, ça a été très difficile de rendre cet environnement visuellement angoissant, à tel point qu'ils ont dû faire des changements là-dessus quelques jours avant la présentation de fin d'année 2017. Point de vue technique, faire un nuage volumétrique, c'est un challenge logiciel et matériel déjà conséquent. Mais de cette taille, en temps réel, sur un jeu vidéo en ligne, c'est un défi titanesque qui leur a demandé beaucoup de recherche et développement et d'itération. Les solutions sur lesquelles ils étaient partis au départ étaient natives au moteur du jeu, elles ne convenaient pas et elles étaient trop limitées. Donc pour le rendu visuel, ils ont fini par utiliser une techno open source appelée OpenVDB, développée par DreamWorks et qui a été utilisée sur leur film Les 5 légendes et Le Chapeauté, et pour la modélisation, ils ont utilisé un outil appelé Houdini. Leur résultat est bien meilleur qu'avant, mais encore aujourd'hui, ça consomme une quantité de mémoire vive beaucoup trop élevée qu'ils aimeraient réduire de 90%. Ils vont avoir besoin pour ça de nouveaux outils de debug pour en optimiser l'utilisation. Enfin, pour les level designers, ça a aussi été une galère. Conceptualiser une zone de jeu sur un plan, avec des points de repère, ils savent le faire, mais dans un volume aussi grand constitué de tunnels et de zones inaccessibles aux limites pas toujours bien définies et sans point de repère, ça a pas toujours été facile pour eux de fabriquer des zones comme celles qu'on a vues fin 2017 avec le Reclaimer autour de l'épave du Starfarer. Donc c'est un point compliqué à réaliser, mais ça va servir à beaucoup de choses. Au-delà du fait que ça va rendre les phases de vol dans Squadron 42 beaucoup moins monotones que si on se déplaçait dans le vide de l'espace, attaquer la notion de nuage volumétrique sur un volume aussi grand et aussi complexe, qui aura besoin d'énormément d'optimisation mémoire et qui a une structure interne, ça va leur faciliter la tâche quand il faudra faire les nuages de Crusader, des nébuleuses dans l'espace, des champs d'astéroïdes un peu brumeux, ainsi que les 40 planètes gazeuses et la vingtaine de planètes toxiques que comptera l'univers du jeu. Pour finir là-dessus, au sein de Star Citizen, c'est une zone qui sera très prisée des mineurs, car si certains minerais sont d'ordinaire en surface, ici ils seront du coup accessibles. À vos risques et périls évidemment, ce sera une zone dangereuse également à cause de la criminalité, puisqu'apparemment les autorités n'y vont pas, même pour pourchasser les hors-la-loi en fuite. Vendredi, l'émission Reverse the Verse accueillait Chris Roberts pour une série de questions en live pendant 1 heure sur Squadron 42. On aura des récompenses en finissant le jeu. Au-delà de débloquer la possibilité d'acheter le F8C Lightning dans Star Citizen, la nature des relations qu'on aura eues avec les PNJ de Squadron 42 nous offrira ou pas des opportunités d'achat et de missions dans l'univers persistant. Il y aura même également à long terme des endroits réservés à certains profils de joueurs, en l'occurrence ici un club accessible uniquement aux vétérans. Je me demande par contre ce qui se passera si on décide de recommencer Squadron 42 une nouvelle fois. On pourra choisir d'avoir un avatar féminin dans Squadron 42, c'est totalement prévu depuis le début. Ça sera juste possible dès lors qu'ils auront terminé le squelette et les animations des personnages féminins dans Star Citizen. Il devrait y avoir plusieurs fins différentes, mais Chris s'est pas étendu là-dessus. Je me demande comment ils vont gérer ça avec les suites. Pour les 2 suites de la trilogie, justement, ils ont évidemment rien commencé, mais il y aura toujours cette logique de déblocage d'éléments pour l'univers persistant. Chris pense qu'ils prendront moins de temps à être faits, comme pour Big Commander 2 par rapport au premier, et ils vont peut-être essayer d'écrire le scénario et réaliser la motion capture des 2 suites en même temps. Est-ce que Squadron 42 sera compatible avec des solutions d'eye tracking et de réalité virtuelle? Oui, c'est toujours prévu. Il y aura des modes de difficulté car c'est un standard dans les jeux vidéo, mais Chris Roberts a bien fait comprendre que ça sera pas facile pour autant. Il a d'ailleurs dit qu'il y aura un système de checkpoint plutôt à l'ancienne qui nous obligera à revenir assez loin en arrière en cas de mort. Pour ceux qui espéraient encore que Squadron 42 puisse se jouer en coopération, c'est mort. Vu le développement du jeu très scénarisé et les situations qui nous font interagir avec des PNJ, ça serait complètement incohérent de rajouter un second joueur dans l'affaire. Par contre, les possesseurs de Squadron 42 auront accès à Star Marine et à l'Arena Commander pour jouer avec des amis. Est-ce qu'il y a certains acteurs au casting de Squadron 42 qui n'ont pas encore été dévoilés? Chris répond par l'affirmative, encore une fois sans développer. Ensuite, information très intéressante sur la localisation du jeu. Rien n'est sûr, mais selon Chris, il est fort probable que le jeu soit sous-titré pour les 5 langues occidentales principales, anglais, français, italien, allemand et espagnol.
Pour ce qui est du doublage, le jeu est fait pour accueillir des doublages localisés, mais comme ça demande beaucoup plus de travail, ça sera peut-être pas fait pour les 5 langues. Mais Chris Roberts dit quand même que ça sera probablement le cas pour, dans l'ordre, le français, l'allemand et l'espagnol. Voilà, désolé les Italiens, vous vous rattraperez au football. Enfin, la roadmap pour Squadron 42 est toujours prévue, sous la même forme que la roadmap pour Star Citizen, mais ça arrivera que lorsqu'ils auront listé de façon exhaustive les tâches restantes et qu'ils les auront triées. Vendredi matin, CIG a mis en ligne la nouvelle version de leur site, et avec ça, son planning pour les 4 prochaines mises à jour. Avant toute chose, précisons quelque chose de capital, ce planning n'est pas exhaustif, c'est dit dans la pop-up qui apparaît lors de votre première visite de la page, mais si vous l'avez fermé trop vite, vous n'avez pas dû le remarquer. Je vais pas détailler le contenu prévu pour chaque mise à jour, parce que ça serait beaucoup trop long et pas aussi bien fait que leur site, mais dans les grandes lignes, ça donne ça. La 3.1 fin mars devrait nous apporter le range culling tant attendu pour ne plus saturer les transmissions réseau avec des informations inutiles. La 3.2 fin juin devrait nous apporter énormément d'éléments de gameplay, appels de détresse, missions d'escorte, de réapprovisionnement, de réparation et tout ce qui tourne autour du minage et du pillage. La 3.3 fin septembre devrait nous apporter Hearthstone et l'Object Container Streaming. Et enfin la 3.4 fin décembre devrait nous apporter ArcCorp, les dépôts de cargo et les revendications territoriales. Parmi les absences remarquées, il y a surtout celles de Microtech et de Crusader. Je pense qu'on peut faire une croix dessus pour 2018, surtout s'ils sont occupés sur ArcCorp jusqu'à la fin de l'année. Mais d'un autre côté, c'est pas plus mal. En 2016, ils annonçaient pouvoir pondre les 4 planètes du système en un an, alors qu'on en avait qu'une micro-portion de seulement ArcCorp. On sait tous ce que ça a donné. Là, ils annoncent pouvoir faire 2 planètes au lieu de 4, et ces 2 planètes, on les a déjà vues dans un état bien avancé. Certes, c'est une prévision moins énorme que ce qu'on espérait, mais là au moins, il y a une petite chance qu'ils la tiennent. Concernant les vaisseaux, le Karak, le Hull C et le Banu Merchantman ne sont également pas sur le planning. On a appris dans le Reverse the Verse avec Chris Roberts que le Hull C est plus en cours de création pour le moment, car les employés en charge des vaisseaux sont passés sur autre chose le temps que les développeurs règlent un problème bloquant. Comme le Hull C est un vaisseau qui s'allonge en déployant ses perches d'attache des cargaisons, ça perturbe un peu le fonctionnement des grilles physiques. Je pense, au vu des infos qu'on a eues jusqu'à présent, qu'ils visent la sortie de ce vaisseau pour la fin de l'année dans la 3.4 avec les dépôts de cargo. Par contre, le Karak et le Merchantman, je pense qu'on peut faire une croix dessus pour cette année. Sinon pour la 3.1, en plus du détail des tâches, on a eu le détail de leur progression. Histoire d'en avoir une lecture un peu plus facile, j'ai bricolé cette petite liste dont je vous mets le lien dans la description. On constate que pour l'instant, ils sont pas encore en retard. Petite info concernant la Gamescom 2018, CIG n'y organisera pas de présentation, afin de pouvoir se concentrer sur le développement du jeu et tenir leur délai. Ils vont certainement s'asseoir sur un peu d'argent du coup, mais si ça leur permet de tenir leur délai et d'avoir une CitizenCon plus bluffante en octobre, c'est peut-être mieux, on verra. Dernier point avant de conclure cette vidéo, ne vous alarmez pas, mais un bug a été trouvé sur le site de CIG par un membre de Reddit. Si vous tentiez de vous connecter lorsque ce bug se produisait, votre login et votre mot de passe se retrouvaient dans la barre d'adresse en clair. Cette adresse que vous avez visitée et qui contient votre mot de passe en clair peut potentiellement se retrouver à des tas d'endroits, dans votre historique, synchronisé sur plusieurs appareils, accessible par les extensions que vous avez installées sur votre navigateur, dans les fichiers de log des serveurs web du site de CIG, peut-être gérés par un sous-traitant, ou alors carrément dans les bases de données de Google puisque le site de CIG utilise Google Analytics, un outil d'analyse du trafic web. Comment ce bug est arrivé? Apparemment, au passage vers la nouvelle version du site, si l'un des fichiers JavaScript dans le cache de votre navigateur n'était pas remis à jour correctement, ça faisait planter tout le JavaScript utilisé sur le site. Et ça se voyait puisque ça faisait planter tous les menus. J'imagine que plutôt que de transmettre les données de connexion en Ajax, avec la méthode HTTP POST, le tout chiffré en SSL, ça basculait vers une soumission de formulaire hyper classique avec la méthode HTTP GET, avec toutes les données transmises au serveur dans l'URL, lisible par n'importe qui. Le truc méga sale. Donc ne paniquez pas, c'est un bug qui avait besoin que certaines conditions bien précises soient réunies pour se produire, et si vous ne vous êtes pas connecté sur le site de CIG durant la semaine dernière, vous ne devriez pas être impacté. Pensez quand même à activer l'authentification en 2 étapes, tout est expliqué sur starcitizen.fr, et si jamais vous voulez vraiment vous couvrir, vous pouvez toujours changer votre mot de passe. C'est la fin de cette vidéo, et j'espère qu'elle vous a plu. J'ai pas parlé de la nouvelle réponse de CIG à la plainte de Crytek, encore une, parce que ni Leonard French ni Lior Laser ne l'ont encore traité, donc ça sera pour la semaine prochaine. Sur ce, je vais aller ruiner mon classement sur PUBG et Rocket League, et je vous dis à la semaine prochaine les citoyens.